Retrouvez votre émission Power Sport News avec la gamme haute performance Motul Engine, la plus vertueuse pour l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 7, l'émission consacrée à tous les sports moto sous toutes ses formes. On démarre tout de suite. Qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Dans cette 7e émission, honneur au team Yoshimura Cert Motul, vainqueur du dernier bol d'or et champion du monde d'endurance avec son manager Damien Saulnier qui revient pour nous sur une année 2024 assez extraordinaire. Dans notre rubrique culture, on évoque le rock et la moto autour d'un nouveau livre en présence de Stéphane Saakian qui a organisé des dizaines de concerts rock avec des groupes légendaires pour les manifestations Harley-Davidson. Le jeune champion de France de cross-country Arnaud Zoldos nous explique les règles de cette discipline, lui qui a posté une vidéo qui a fait plus de 240 millions de vues. Enfin, Blandine Capelier, notre envoyé spécial, nous fait découvrir ce mois-ci les coulisses du célèbre Kenny Festival. Avec nous sur ce plateau, comme pour chaque émission, Pascal Tomec. Salut Pascal. Salut à tous. En pleine forme, tu roules beaucoup ? Encore plus que d'habitude. Encore plus que d'habitude. Avec nous également Damien Saulnier, team manager du Suzuki Endurance Racing Team, champion du monde 2024. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, champion du monde depuis septembre une nouvelle fois. Et quel moment sympathique, agréable et quel soulagement. Avec nous également Blandine, qui est notre envoyée spéciale au Kenny Festival. C'est une manifestation que vous soutenez, Pascal, avec Motul. On l'a soutenu depuis le début. C'est 800 crossman, 1000 quads, donc tout dans le tout-terrain. Allez, on retrouve Blandine tout de suite. Salut à tous, retour de mes aventures sur le terrain. Ce mois-ci, on est au Kenny Festival, le plus grand rassemblement tout-terrain d'Europe. Ici, c'est plus de 10 000 spectateurs qui sont réunis sur le week-end pour cette grande fête populaire. Je vous en dis pas plus et on se dit à tout à l'heure. Merci Blandine, on va la retrouver tout au long de l'émission pour une série de reportages. Damien, merci de nous avoir amené tous ces trophées, ces équipements issus de ta moto. Il y a le carénage aussi. Bien, je dirais quand on se déplace, on vient jamais les mains vides. Et puis là, j'avais de quoi remplir le coffre de la voiture. Donc, une petite tête de fourche qui représente forcément la Suzuki de cette année. Victorieuse au Mans, au bol, et puis avec une deuxième place à Spa et troisième à Suzuka. Ouais, alors le palmarès cette année, il est fou. Il commence par une victoire au Mans. Exactement. Et puis derrière, le titre de champion du monde pour conclure au bol d'or. Ouais, on peut pas trop se plaindre de cette année, je crois. Quelle formidable année, comme m'a dit un ami Philippe Lebeau de Superbolide, m'a dit vous avez fait le 4-21 cette année. Du coup, j'ai cherché un peu 4-21. Ouais, justement, j'ai cherché aussi, mais il m'a laissé un peu avec cette réflexion-là. J'ai dit 4-21, vous avez fait 4 victoires, 4 podiums en 4 courses, 2 victoires et un titre. Ah, j'ai dit, c'est pas mal. Ouais, 4 victoires, 2 podiums et un titre. Et la concurrence était particulièrement relevée encore cette année. Vous aviez des adversaires vraiment forts. Mais on savait qu'il y aurait quelques motos qui seraient rapides. On l'a vu l'an passé quand on a gagné le bol d'or. Il y a quelques motos qui allaient vite, qui nous ont donné du fil à retordre. On savait bien évidemment que Le Mans serait compliqué. On s'en est plutôt bien sorti avec une victoire. Et puis on a bien vu que la Yart, quelques motos sont éliminées au début de la saison, mais la Yart, on savait qu'elle serait présente et rapide. La Yart, c'est la Yamaha. Alors, pour rappel, c'est un championnat qui regroupe quand même un paquet de concurrents, de marques concurrentes. Souvent, il y a 5 constructeurs aux 5 premières places des courses d'endurance. Toi, avec Suzuki, vous avez une moto officielle. Il y a Honda avec, qui a FCC. Il y a Yamaha avec le Yart, tu l'as dit. Il y a BMW également. Et Kawasaki. Exactement. Donc ça fait 5 marques d'impliquées par des constructeurs. Et après, moi, je néglige jamais les teams qui sont un peu en second plan, qui sont toujours à l'affût de ce qui pourrait se passer si une équipe officielle avait à faire une erreur. Et Pascal, alors l'endurance, le principe de l'endurance, c'est des motos dérivées de la série. Donc c'est des motos qu'on peut retrouver dans le commerce, qui ont la même forme et les mêmes caractéristiques, la même architecture. Damien, on doit se baser sur la base d'une moto qu'on trouve dans le commerce. C'est ça le principe de l'endurance. Complètement. Donc, je dirais que toutes les motos qui sont sur le plateau d'engagés sur le championnat du monde FIM WC sont des motos issues du commerce
A contrario, des motos GP, des motos 2, motos 3, où là par contre on n'est pas sur de la gamme grand public. À toutes les motos d'engagés, on peut aller dans une concession. Et c'est aussi le cas du Superbike, Pascal, dans une certaine mesure aussi. C'est des motos qui sont issues des R1, G6R, ZXR. Toutes ces machines qu'on trouve dans le commerce. Alors moi je voudrais préciser à Damien que nous c'est une grande fierté de gagner ce titre de champion du monde avec le CERT. De voir nos stickers sur les machines de pointe. Pour Motul, c'est un laboratoire, mais fantastique. Et depuis des décennies, l'endurance a toujours été pour, en règle générale, les marques d'huile. Lorsqu'on est champion du monde d'endurance, on n'est pas que champion du monde d'endurance de la course elle-même, mais les lubrifiants sont mis à rude épreuve. Donc, ah oui, c'est des courses de 24 heures pour certaines. Ah oui. Alors, pour rappel, le championnat du monde d'endurance, c'est 4 courses. 2 courses de 24 heures, les fameuses 24 heures du Mans pour ouvrir, le bol d'or pour finir. Et entre les deux 2 courses de 8 heures, les 8 heures de Spa et les 8 heures de Suzuka. Alors nous, Suzuka, cette année, c'était un peu particulier. Bon, déjà, Suzuka, c'est particulier. C'est l'épreuve où il faut pas passer à côté. On est au Japon, chez les Japonais, etc. Mais cette année, j'ai un vrai clin d'œil pour les 8 heures de Suzuka parce que c'était les 70 ans de la marque Yoshimura. Votre partenaire. Le partenaire principal de l'équipe avec qui on a fusionné il y a maintenant 4 ans. Et quoi de mieux que de figurer sur le podium pour les 8 heures de Suzuka. Et c'était pas facile, parce qu'il y avait une Ducati particulièrement performante face à vous. Alors la Ducati nous a fait très peur quand même. Il s'avère qu'à un moment on a perdu un pit stop, on n'a pas été très bon dans un pit stop et du coup la Ducati est passée devant et j'ai un coup de chapeau à Kokoro qui a fait un dernier relais mais qui était juste d'anthologie inoubliable, etc. Et eux dans les stands n'ont pas changé de pneus, faire partir un pilote visière teintée, etc. alors que la nuit tombait. Exactement. Et Kokoro a fait un relais mais exceptionnel et là moi je lui tire un grand coup de chapeau. Ils ont fait une petite erreur Ducati quand même sur le dernier relais à Suzuka. C'est-à-dire qu'ils changent pas les pneus, ils changent pas le pilote, ils se précipitent un peu. Ils ont pris un gros risque à pas changer de pneus, faire repartir le même pilote. Je sais même pas s'il a eu le temps de prendre une gorgée d'eau et le faire repartir avec une visière teintée, sachant que la nuit arrivait, il y avait quand même 3 paramètres qui faisaient que ça pouvait être compliqué, même s'il n'y avait pas 1 heure à boucler, il y avait 35 minutes je crois. Suzuka c'est quand même particulier, il fait très chaud, lourd, puis là le stress de la course, je pense qu'il y avait quelques changements à faire, bon ça me va. L'endurance c'est un sport extrême, on pousse loin les machines, on pousse loin le physique des pilotes. Pascal, vous vous associez à l'endurance volontiers, c'est signe de valeur pour vous? Pour nous c'est une grande valeur de technologie. D'où le partenariat. On a un partenariat avec Suzuki depuis très longtemps, un partenariat avec Honda depuis très longtemps, un partenariat avec Kawasaki. Donc, et on était même partenaire de la Ducati à Suzuka. Et c'est d'autant plus difficile parce que moi, quand je remonte la voie des stands et que je m'arrête donc chez Damien, il y en a pour 2 jours. Et que je m'arrête au FCC TSR ou chez Kawasaki ou autre, c'est toujours compliqué parce qu'à un moment, on a des sentiments, nous aussi, malgré dans ce métier-là, on n'est pas que des marchands d'huile. Oui, mais en fait, vous gagnez sur tous les tableaux. Si c'est eux qui gagnent, c'est bien. Si c'est tout à fait. Mais c'est bien aussi. On a les sons de cloche qui sont évidents entre Suzuki qui gagne, mais lorsque Honda perd, il explique pourquoi il perd. Lorsque la Kawa elle perd, elle explique pourquoi elle aussi elle perd. Et ils reviennent tous à dire le CERT. Oh, merde, encore le CERT. Donc, alors le CERT, on va y revenir, c'est toute une histoire. Ça commence avec Dominique Mélian, qui était un peu ton mentor. J'exagère pas, Damien? Non, comme je dis, il y a quelques personnes qui m'ont accompagné dans ma petite carrière, que ce soit mon père dans un premier temps, Jean-Claude Chemarin dans un second, Dominique Mélian dans un troisième, Claude Michy qui m'a accompagné depuis longtemps également, avec qui on a une relation assez forte. Ouais. Et alors toi, Damien, tu as aussi une fonction éducative, c'est-à-dire que tu accompagnes des élèves qui ont formé l'équipe technique du Junior Team. Tu nous expliques tout ça et maintenant le rôle que tu as par rapport à ces jeunes. Disons que le CERT a été créé par Dominique Mélian il y a plus de 40 ans. Ouais. Le Junior Team, on l'a créé à l'initiative à la base de Jean-Claude Chemarin il y a bientôt 30 ans. Préparez-vous, il va y avoir une petite fête dans pas longtemps. Encore 1 an et demi. On aime bien les fêtes, on aime bien, mais on vient en moto, il nous faut un parking. Je gère. Et donc le Junior Team, il y a bientôt 30 ans. Et l'idée de ce Junior Team, c'est de former des mécanos titulaires d'un BTS mécanique moto au métier de la course moto. Et l'idée, c'est que ces jeunes, après l'année passée ensemble, puissent intégrer des teams pro. C'est génial. C'est un projet de lycée.
plutôt cool. Hein. Ah, complètement. Alors cool, ouais. Alors attention, non, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Il y a du boulot. On a fait la rentrée des élèves 2025. C'était pas plus tard que la semaine dernière, vendredi dernier, 14h. François Léveillé les a accueillis à l'établissement, au lycée Le Mans Sud. Donc la semaine, l'activité a vraiment commencé, je dirais, hier, lundi. Ils vivent tous un rêve éveillé ou il y en a qui lâchent en cours de route? Alors, c'est très rare. Franchement, très sur rare. les 28 années, je crois que j'ai eu trois jeunes qui ont arrêté. Alors, ça peut être des problèmes familiaux, il y a tellement, la vie est parfois compliquée. Mais sinon, pour l'esprit de la course et tout, ceux qui arrivent au junior, ils sont pour l'année. Et là, en ce moment, même les élèves 2024, on arrive à la fin de l'année. Et là, je peux vous dire qu'il y en a qui se posent des questions, mais c'était quand même pas mal et c'est passé un peu vite. Donc là, ils sont en train de faire la passation. Et c'est génial parce que là, du coup, il y a la passation qui se fait entre les anciens et les nouveaux. Et il y a toute cette autonomie et toute cette polyvalence qui est en train de passer d'une génération à l'autre entre les élèves 2024 et 2025. Sachant que là, il y en a, je pense à Clément là, qui va rentrer chez Tech 3 prochainement dans une quinzaine de jours. Tech 3 en MotoGP, Team MotoGP. Différentes structures, tournées distribution, chez Pirelli également. Donc moi, ce qui me motive dans cette aventure, c'est qu'il y a l'aventure avec les jeunes, la formation, leur faire prendre de l'autonomie, de la maturité, et puis surtout aussi l'après junior team, quand les jeunes intègrent des équipes pro. Et alors, Damien, toi, à la base, t'es instituteur, instituteur prof. T'es prof, et t'es team manager aussi. C'est quoi qui prend le pas aujourd'hui? Parce que là, t'es team manager dans le team champion du monde. Enfin, c'est pas la première fois d'ailleurs. Non, j'aime bien. T'aimes bien, mais t'arrives à revenir à ta fonction de prof au niveau des sensations, tout ça? Alors, dans tous les cas, oui, parce que je ne veux pas lâcher le junior team et je dirais que c'est hors de question parce que l'aventure, moi je suis là depuis le départ et je me sens pas capable de basculer complètement vers le CERT et de par cette activité du junior. Et puis surtout, on a construit un peu l'équipe avec quelques personnes. Il y a Clément, un ancien élève du junior team qui était chez Sébastien Gimbert pendant quelques années, qui était élève au junior en 2015 et qui m'épaule, qui me soutient, qui est là en bras droit sur le junior et qui fait un travail formidable, exceptionnel depuis qu'il a intégré l'équipe. Ça va faire 2 ans. Donc ça, c'est l'élément qui m'aide et me soutient au junior. Et puis après, côté CERT, que ce soit avec Jean-François Simon, avec qui je suis associé sur ce projet, Quentin, Sullivan, Guillaume, toute l'équipe, Amandine, etc., avec qui on ouvre la porte le matin ensemble et on la referme le soir, où là, tout fonctionne et je dirais qu'on a mis les bonnes personnes au bon poste. Et que ce soit junior ou côté CERT, dans un côté du bâtiment ou dans l'autre, chaque structure vraiment fonctionne, je pense, convenablement. Et Pascal passe de temps en temps nous voir. Pascal, qu'est-ce que représente le CERT en endurance? C'est le team de référence, on est d'accord? C'est pas une petite question, c'est le team de référence. Même aujourd'hui, lorsque vous discutez avec les autres managers, ils prennent exemple sur le CERT. Et là, les défections qu'il y a pu y avoir chez certains teams, la remise en question, c'est vous avez vu le CERT, vous avez vu ce qui se passe, mais pas seulement dans les stands. C'est toujours là, en fait, quoi qu'il arrive. Toujours, même dans les pilotes. Ils sont même inquiets, la concurrence est inquiète parce qu'elle se dit, ils sont pas seulement bons sur la partie de l'organisation, la maîtrise de ces courses d'endurance, mais même leurs pilotes sont à l'image de ce que peut représenter le team. C'est-à-dire qu'ils sont aussi bons, ils ne sont pas que bons en vitesse de pointe, mais ils sont organisés comme le team est organisé. Et c'est pas banal. Donc, parce que, Damien, quand vous subissez, c'était pas cette année, mais l'année d'avant, Greg Black tombe dès le début de la course, il s'accroche, la moto est détruite, vous la réparez, vous finissez 7e. C'est 24 heures d'effort. Mais quand même, refaire une moto détruite et revenir 7e, c'est dingue. Vous êtes toujours là, en fait. On ne peut pas se débarrasser du CERT. Tant mieux. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Et pourquoi vous êtes toujours là? Et je pense que c'est dans l'âme du CERT. On se voit pas perdre. Comme je dis toujours, il y a un mouvement d'aller-retour. On éteint la lumière, on l'éteint. On ouvre une porte, on la ferme. On a une chute. Bien, on relève la moto et on va se relever, on va repartir et on va faire ce qu'on pourra de mieux et peut-être qu'on va la gagner quand même et qu'au bout du compte, il y aura peut-être un titre. Donc l'idée, c'est de ne jamais baisser les bras et de faire preuve de toujours... C'est une école d'abnégation quand même, l'endurance et ce que vous en avez fait en partie. Combien de titres de champion du monde? Là, c'est le 18e cette année. Pour le CERT et pour Suzuki 21e. 21e, c'est la marque qui a le plus gagné en endurance. Je crois que oui. Puis je dirais que cette équipe, elle s'accompagne d'une équipe technique, comme on met souvent en avant, mais quand je vois Teddy, qui est notre cuisinier sur les courses depuis 25, 27 ans, je crois. Vous êtes combien dans un team?
quasiment 40. Je dirais que le CERT et le junior réunis, c'est 75 personnes. Pour 2 motos, les 2 équipes, c'est 75 personnes. Donc ça fait quand même une grosse structure à manier. C'est pour ça que je dis qu'on a les bonnes personnes aux bons endroits. Et on parle des chronos avec Xavier, des pneus avec Gaëtan, etc. Et puis, il y a les gens qui sont en arrière-plan, en cuisine, qu'on parle jamais. Il y a beaucoup de bénévoles aussi. Beaucoup de bénévoles, c'est des amis, des femmes d'amis, etc., qui viennent se mêler à cette belle aventure. Et là, l'aventure humaine, elle est juste splendide, elle est magnifique. Et c'est ça, je pense, qui véhicule aussi cette image du CERT, c'est qu'on a réussi à emmener un certain nombre de personnes dans ce projet. Le budget global, c'est quoi pour une saison d'endurance, Damien ? Combien il faut prévoir pour un team officiel? C'est plus d'1 million, 1,5 million d'euros. Cette aventure avec les Japonais, alors ça c'est incontournable. Et puis indissociable, l'aventure Yoshimura qui est juste exceptionnelle, qui nous accompagne sur ce projet avec Suzuki forcément. Yoshimura est énormément impliqué, il fait un travail formidable. Puis après les gros partenaires, que ce soit Motul, etc. Comme je l'explique de plus en plus, c'est que venir sur la catégorie WC, je pense que c'est très compliqué quand quelqu'un, ou alors il faut vraiment avoir un pécule. EWC, c'est la crème de la crème. Là, on a droit aux préparations de fourches. On a quoi droit Pour faire simple, une catégorie WC, quand j'explique très simplement, on garde 4 références pour monter une WC. On garde la référence du cadre d'origine moto du commerce, le moteur, c'est un moto du commerce. On va dire la rampe d'injection et boîte à air. Pour faire simple, après, c'est un bras usine, des jantes Marchesini ou autres, des freins Brembo, Öhlins, les pièces des différents partenaires, constructeurs, etc. Une super stock, telle que la Nationale Moto, en gros, on prend la moto, où on va changer la ligne d'échappement, le boîtier, le faisceau, les carénages, le mètre-cylindre de frein, l'amortisseur, la fourche, l'intérieur de fourche, et globalement, on a une super stock. Mais on s'aperçoit que la catégorie EWC, pour venir dans cette catégorie, là, je pense que c'est très cher en ce moment. Quelqu'un qui part de zéro, c'est pas possible. C'est pas accessible. On s'aperçoit également que les super stocks, on a voulu professionnaliser, donc grand coup de chapeau à l'équipe de Renaud Jean-Fils, Jean-Baptiste Ollet qui ont voulu professionnaliser l'endurance, mais on s'aperçoit que les team stock se sont professionnalisés et deviennent, je vais pas dire inaccessibles, mais ça devient quand même... Donc il faudrait une catégorie encore plus accessible. Toi, tu es favorable à ça, Pascal, aussi? C'est indispensable. Pour qu'on ait du monde, il faut, comme par le passé, tous les concessionnaires de toutes les marques s'investissent. On ne peut pas avoir du public si, chez tous les concessionnaires Suzuki, Honda, Kawasaki, BMW, toutes ces marques qui sont engagées en endurance, il est indispensable que leurs clients qui vont acheter des motos sportives dans les magasins de motos rejoignent les motocistes et que les motocistes amènent leurs clients à l'endurance. 2025, ça se profile comment pour vous? Plutôt bien, on va savourer gentiment ces 4 podiums, ce titre. Dur de faire mieux, hein. Ouais, ça va être compliqué. Non, mais si on part dans le même esprit pour 2025, moi, Pascal, tu valides en tant que partenaire, c'est bon. Aucun problème. Je pense que les autres partenaires feront de même. 2025, on va savourer gentiment ce titre. Justement, c'est un crayon noir. Savourer tout ça. Il y a quelques salons de prévus, il y a quelques opérations avec des partenaires. Puis travailler gentiment dans l'hiver. Là, on va gentiment arriver sur novembre, décembre. Et puis après, basculer sur début d'année, programmer des essais, rassembler toute cette équipe. Les pilotes ont tous envie de repartir avec nous. Bonne nouvelle. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Je dirais que les 4 loustiques font un travail formidable, sont sympas, s'entendent bien. Avec le nouveau venu, Dan Linfoot, qui a donné satisfaction. Pleinement, il a fait le job du premier tour de moto jusqu'à la fin. Il a été, comme je dis, sympa, robuste, fiable. C'est 4 personnages que j'adore revoir. 4 personnages, on les a pas cités. Greg Black, Étienne Masson, Dan Linfoot et Kokoro Hatsumi. Voilà, j'ai envoyé un petit mail de temps en temps. J'aime bien prendre des nouvelles de tout le monde, que ce soit l'équipe technique et tout, les pilotes, le staff. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux, j'espère que tout va bien pour vous. Je peux en conclure que globalement la vie est belle. Donc il y a une petite réponse de chacun. Et ça, je trouve que ça entretient le... C'est des vrais mecs sympas. Des vrais mecs agréables. Et on a vu cette année Johan Zarco à Suzuka. Et effectivement, ça doit faire partie aussi de l'avenir de l'endurance que des têtes d'affiche qui passent souvent au MotoGP viennent de temps en temps faire quelques piges en endurance parce que ils sont malmenés en endurance. On a vu que Johan cette année a transpiré un petit peu pour gagner la course. Donc ça n'a pas été simple. Et Johan, on s'est retrouvé sur le podium. Eux ont gagné avec la Honda, nous on finit 3e. Il a fait sa pirouette. J'ai envie de faire un... J'attends, on va chauffer un peu tout le monde, on va voir si ça marche. Et du coup, je tape dans les mains, les Japonais qui étaient en bas. Et là, c'est parti. Et Johan fait la pirouette telle qu'il a l'habitude de le faire. Et c'est un moment hyper sympa. Moi, Johan, je le connais
pour ainsi dire pas. Je le vois sur les paddocks. Bonjour, bravo, t'as fait un super meeting. Et je l'ai vu à Suzuka, on a discuté un peu. Et j'ai dit, l'endurance, ça t'a plu? Comment t'as trouvé ça? Il me dit, franchement, je suis régalé. L'aventure humaine, c'est splendide. Par contre, c'est long. C'est long, c'est difficile, c'est long. Merci Damien. Nous on retrouve Blandine au Kenny Festival pour la suite de l'émission. Alors, je suis actuellement avec l'un des organisateurs du Kenny Festival, Thierry. Thierry, bonjour, comment vas-tu ? Très bien, merci. Thierry, le Kenny Festival, en quelques mots, depuis combien de temps ça existe et qu'est-ce que c'est en fait ? Quelques mots, ça va être compliqué. Bon alors, d'abord, où est-ce qu'on est ? On est à Régade. Régade, c'est un petit village, il y a 180 habitants. On est dans le sud de la Corrèze, limitrophe avec le Lot derrière nous. On est à 500 mètres d'altitude, c'est vraiment les premiers contreforts du Massif central. Et c'est une très belle région qui s'appelle la Xaintrie, pour être très, très précis. Donc le Kenny Festival, il est né il y a 19 ans. Et les 10 années avant le Kenny Festival se déroulait un autre événement qui s'appelle le Oxbow MX. En fait, c'est un grand rassemblement tout-terrain, pilote de motocross au début. Donc ça a démarré ici en 95. Nous sommes en 2024, donc 30 ans l'an prochain. On a démarré avec des pilotes de motocross. Et à partir du moment où c'est devenu le Kenny Festival, depuis 19 ans, l'événement a grandi. Rando tout-terrain enduro, rando tout-terrain quad et SSV, et ça pendant 2 jours. Première question, qui sont les participants de ce festival ? Alors les participants, c'est avant tout des amateurs. C'est un événement qui est pour les amateurs, qui a été pensé pour eux. Il y en a 660 qui viennent de toute la France, même de l'Europe. Parce qu'on a des Hollandais, on a des Suisses, on a des Belges qui viennent. Le principe du Kenny Festival pour les pilotes moto, c'est du plaisir, du plaisir, du plaisir. Tous ces participants se répartissent, j'imagine qu'il y a plusieurs courses, non ? Sur combien de courses il y a à peu près Il y a plusieurs courses, ouais. Il y en a 70 au total, il y a 70 départs, il y a 14 catégories qui sont réparties en fonction des cylindrées, en fonction des âges, en fonction des types de machines. On a une catégorie vintage, on a une catégorie avec des motos un peu plus récentes mais bien retapées qui est la catégorie two-stroke. On a une catégorie aussi qui s'adresse au duo. Vous pouvez le faire avec un ami, avec un oncle, avec une tante, avec un papa, voilà. Vos 2 résultats sont combinés, ce qui fait le classement. On a l'habitude de dire que le Kenny Festival, c'est jusqu'à 77 ans, on peut rouler. Même moi qui suis débutante, je pourrais participer avec ma moto par exemple. Alors, la particularité de cette piste-là, c'est qu'elle est hyper accessible pour tous les niveaux de pilotage. Aujourd'hui, sur cette piste-là, on a à la fois des amateurs, mais on va avoir aussi des pilotes professionnels. Des pilotes qui font le championnat de France de supercross, qui font le championnat de France de motocross, viennent rouler ici le temps du week-end pour la manifestation. Merci Blandine, et nous on va passer à la partie culture, on va parler de moto, on va parler de rock, de moto et de rock. Avec toi Stéphane Saakian. Salut Stéphane. Bonjour. Voilà, donc tu as officié pendant longtemps chez Harley-Davidson, tu viens de prendre une retraite bien méritée, mais tu es toujours dans le circuit. Absolument. Et tu fais notamment venir un paquet de groupes depuis des années lors des rassemblements Harley-Davidson. On en parle dans ce livre Moto et Rock aux éditions Glénat. Il vient de sortir. Et dans ce livre, évidemment, on parle des concerts organisés par Harley-Davidson. La marque américaine est très liée à nombre de rockers, bikers. La première question que j'aimerais te poser, Stéphane, c'est tu as fait venir de nombreux groupes sur les événements Harley-Davidson. Lequel t'as laissé le plus gros souvenir ? C'est une question difficile. Je sais. Comme le dernier qui est venu, là, donc, qui était là au mois de juillet à Morzine, qui m'a beaucoup impressionné sur scène, c'était Dire Straits. Oui. Je dois dire qu'ils ont mis une claque à tout le monde quand même. Et 2h30. 2h30 de concert. Le concert, il était génial. Il a duré 2h30.
C'était extraordinaire. Déjà parce qu'en fait, ils avaient tous la banane quelque part pour jouer, ils étaient ravis, ils avaient le public en face qui répondait. Et puis, Dire Straits, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Et j'avoue que, comme je le disais, ils m'ont vraiment bluffé pendant ces 2h30. Ils ont tout passé, tous les morceaux qu'on connaît, les gens dans le public, ils étaient tous ravis de les voir. C'est vraiment, ça m'a marqué. T'as fait venir, Stéphane, Status Quo, t'as fait venir Simple Minds, cite-nous-en d'autres ces dernières années. Il y a eu Zucchero, il y a eu Toto, il y a eu j'en oublie, il y a eu Dick Rivers. Pretenders. On en parlait, les Pretenders qui ont été exceptionnels. On a fait venir Bonnie Tyler, on a fait venir les Animals. On a fait venir, enfin voilà, j'en ai toute une pléiade. Supertramp qui est venu, qui est pareil, on pourrait presque les comparer au niveau succès qu'ils ont pu avoir. Bon, même s'ils l'ont tous eu, on se rapprochait de Dire Straits. Ils viennent pour qui et pourquoi? Ils viennent pour toi, pour ce que tu représentes dans le milieu. Ils viennent pas pour la marque forcément de la moto. Est-ce qu'ils sont bikers d'ailleurs? Est-ce qu'ils sont bikers? Ouais. Certains, oui. Lesquels je sais que Nono de Trust. Nono, effectivement, oui. Alors dans Moto Hero, il y en a de nombreux. Billy Joel, oui, Bruce Springsteen. Là, on est vraiment. Ils sont très nombreux. Ils sont nombreux, c'est vrai. Non, ces événements, qu'est-ce qui les ont attirés? Déjà, d'une part, quand on a fait Morzine ou même Grimaud, les premières éditions, on avait tous les tourneurs, entre parenthèses, qui étaient les deux pieds sur le frein pour se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Grimaud ou à Morzine? Après, il y a une espèce de notoriété qui s'est fait. En fait, pour juste une petite anecdote au niveau de Morzine, on a commencé avec 2 groupes que je vénérais à l'époque, qui étaient Poco, qui tournaient comme des fous aux États-Unis, qui remplissaient des stades, et Wish Monash. Bon, Poco, quand ils sont arrivés sur scène, les gens regardaient, ils étaient bien, mais pas très connus, quoi. Non. Donc, la personne qui a vraiment lancé Morzine à l'époque, c'était Louis Bertignac. D'accord. Voilà. Et à partir de là... Louis Bertignac est venu, Et alors lui, les événements moto, il aime bien. Il est venu au Bol d'Or plusieurs fois, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Est-ce qu'avec un autre t-shirt d'une autre marque de moto, tu pourrais faire la même chose? C'est une question piège. Stéphane est retraité de Harley Davidson, mais il est tellement associé parce que tu étais patron aussi du Harley Owners Group, le HOG. Et là, c'est les chapters, c'est tous les possesseurs c'est les motoclubs Harley Davidson, c'est ça le HOG, en fait, Stéphane. Voilà, c'est les possesseurs d'Harley Davidson et qui adhèrent au club officiel de la marque, qui est le HOG. Et c'est vrai que nos clients on les connaissent, donc ça facilite un petit peu effectivement de savoir comment on va communiquer avec eux et quels sont leurs goûts, en fait. Donc travailler pour une autre marque, c'est difficile à répondre. Pourquoi pas? Il y a 2 choses dans ma vie que j'ai eues, c'est la passion de la musique et la passion de la moto, parce que j'étais motard avant tout, et surtout d'Harley Davidson. Donc c'est vrai que quand je me suis plongé dessus, c'était très, très facile. Après... Mais ça veut dire que c'est la seule marque qui peut fédérer autant de gens depuis des décennies où on avait l'association, dans les années 60 même, sexe, drogue et rock'n'roll. C'est la seule marque qui peut fédérer du monde, encore en 2024, avec 90 000 personnes qui se déplacent pour la musique et pour la moto et pour la marque. Quoi. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est quand même une spécificité dessus aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de marques, quelques marques qui nous ont essayé de faire des événements dans la même tradition qu'Harley Davidson. Ouais. Bon, on reste pour l'instant un peu leader. Je ne veux pas être prétentieux, mais c'est vrai qu'on reste leader sur Harley Davidson au niveau des événements. Mais Harley Davidson est liée à la musique, elle est liée au rock'n'roll par tous les films qu'il y a pu avoir, par les groupes qu'on a vus qui roulent Harley. Ça commence avec Easy Rider et même avant. Ça commence bien sûr avant. Elvis Presley était Elvis Presley, premier cachet d'Elvis Presley, il achète une Harley. C'est avec son argent. C'est dans le livre. Il l'achète et après. Ça va jusqu'à des groupes comme Rob Halford qui monte avec Judas Priest sur scène avec une Harley Davidson à chaque fois qu'il interprète une chanson particulière. C'est lié, il y a beaucoup de liens et d'ailleurs à chaque anniversaire Harley Davidson il y a un concert aux États-Unis. Il y a eu Bruce Springsteen, il y a eu des pointures aussi. Foo Fighters, Joan Jett, ouais, exactement. J'étais loin de penser qu'on a perdu un grand acteur français, là, Alain Delon, il y a quelques semaines. J'ai vu une photo, il est avec Nathalie Delon, il est sur une Harley, quoi. Tout à fait. Donc, et alors Johnny aussi, bien sûr.
Johnny, je dirais indirectement, c'était l'ambassadeur. Hein. L'ambassadeur, c'est un ambassadeur, bien sûr. Et Johnny est déjà monté sur scène en Harley. Quand il a fait le Parc des Princes, pour ses 70 ans, je ne me rappelle plus exactement pour son anniversaire, il y avait le pont de San Francisco qui avait été refait en fond de scène avec les motos les Harley qui passaient dessus. Donc bien évidemment, lui aussi a été lié, je dirais, à la marque. Entre parenthèses, il met tout ce qui était moteur mécanique, il était lié dessus, Harley particulièrement. Mais c'est vrai qu'indirectement, je dirais, c'était un ambassadeur incroyable. Incroyable. Moi, je l'ai vu une fois au Circuit Carroll. Il y avait un rassemblement Harley au Circuit Carroll, exclusivement Harley, et Johnny est arrivé. Pour aller de l'entrée jusqu'à la grille, ça a été un enfer pour lui. Donc, ça a été terrible. On a parlé des groupes que tu as fait venir, Stéphane, et des sacrés groupes. Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu as buté et tu aurais aimé le faire venir et tu n'as pas réussi? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. Lesquels tu aurais rêvé de faire venir ici en France? Alors, ils sont déjà venus, les deux sont venus. Il y en a deux particulièrement où j'ai une affection pour eux et j'aurais bien aimé les faire venir. Malheureusement, en fait, le premier, c'est parce que c'est Eric Clapton. Oui, c'est vrai. J'ai longtemps bataillé pour essayer de l'avoir, mais c'est compliqué. Et puis le deuxième, c'était bien sûr les Rolling Stones, que je suis depuis l'âge de 14 ans. Eric Clapton et les Rolling Stones sont tous les deux dans le livre, parce que Eric Clapton avec le lien avec Duane Allman, les Allman Brothers, tout à fait. puisque Duane Allman joue sur, je crois que c'est Leila. Tout à fait. Voilà. Et Derek and Dominos. Voilà. Et puis les Rolling Stones. Alors Mick Jagger, il est sur la CB3,5 Honda sur la Côte d'Azur. Ils ont composé un album là-bas parce qu'ils avaient des problèmes fiscaux, je crois. Les Rolling Stones à un moment donné en Angleterre. Donc ils s'étaient rapatriés sur la Côte d'Azur. Et Mick Jagger se baladait avec une Honda qu'on lui avait prêtée. Sur place, plein d'histoires de toute façon, entre le rock et la moto. Vous avez organisé récemment, c'était l'hiver dernier, vous avez eu l'Olympia. Le 6 novembre. Le 6 novembre. Tout à fait. Voilà. Rappelle-nous ce que vous avez fait là-bas. Alors pour la petite histoire, ça faisait des années que je rêvais de faire monter sur scène divers artistes qui joueraient ensemble. Alors il y a eu deux facteurs qui se sont mis, qui ont favorisé en fait cet événement. Le premier, c'était Manu Lanvin, bien sûr, puisque après maintes discussions ensemble, il a réussi à fédérer tous ses copains, entre parenthèses. Tous ses copains. Et puis la deuxième chose aussi qui me tenait à cœur et qui nous tenait à cœur, c'était effectivement que cette soirée soit pour une association, donc l'association Petit Prince, qui nous ont fait rêver aussi quelque part. Enfin, quand je dis rêver, c'est voilà. On a passé un moment avec eux, là où ils sont, et ils nous ont fait participer indirectement à tout ce qu'ils pouvaient faire comme rêve pour les enfants. Et indirectement, je dis on y va, quoi. C'est pour eux. Cette soirée, ça sera pour eux. C'était un bel événement. J'y étais. Et dis-moi, Pascal. Une question. Nous, on rêve effectivement qu'au Bol d'Or, on a les Rolling Stones. Oui. Si ça amène 150, 200 000 personnes, ce sera un Bol d'Or inoubliable. Mais je me dis, quel est le frein à faire venir ce type de groupe? L'argent? Le cachet, hein. Le cachet? Alors la première chose, c'était... Alors bien sûr, c'est sûr Est-ce que c'est que le cachet, justement? Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Si je fais venir à Grimaud, notamment à Morzine, les Rolling Stones, ça sera ingérable. Pas ingérable le fait qu'ils soient là, mais le fait qu'en fait, quelque part, ça va devenir... la Morzine va devenir trop petit, la scène va devenir trop petite, le public, on accueille 10 000 personnes sur la place de Morzine. On peut imaginer que... si les Rolling Stones viennent, ça va être bloqué de partout. Donc, au niveau sécurité, c'est pas possible. Merci Stéphane. En tout cas, nous, on va essayer d'en rater aucun des prochains concerts et on a hâte de connaître la programmation de Grimaud. Ça va venir vite. Ça va venir vite. Merci Stéphane d'être venu jusqu'à nous. Beaucoup. Et merci puis, eh bien voilà, Stéphane Saakian, tu es dans ce bouquin avec la moto et le rock, évidemment. Allez, on retrouve Blandine au Kenny Festival et on se retrouve juste après avec toi, Pascal. On accueille Arnaud Zoldos, un tout jeune champion, un pilote de cross-country. Alors, au Kenny Festival, on a des pilotes pros,
certes, mais on a aussi des pilotes amateurs. Et là, je suis avec Johan. Bonjour Johan. Bonjour, enchanté. De même. Alors, Johan, toi, tu es pilote amateur, mais tu viens faire le Kenny Festival. Raconte-nous pourquoi tu viens ici et un peu ton parcours aussi. Ok, alors déjà bienvenue au Kenny Festival. C'est le plus gros rassemblement d'Europe de moto, donc s'il y a bien un événement à pas louper en tant qu'amateur ou professionnel, c'est vraiment le Kenny Festival. Pour moi, c'est une histoire de passion familiale. J'ai fait la moto depuis tout petit. J'ai suivi mon père sur les terrains de moto, y compris ici au Kenny Festival. Et étant jeune, c'était un rêve de venir courir ici et aussi de se rassembler, puisque c'est un sport qui rassemble et qu'ici on vient avec les copains aussi. Donc moi, je cours en catégorie 250 amateur. Je fais tout un championnat du Limousin régional. L'année dernière, j'ai eu le titre de champion de régional. Donc ça demande pas mal d'entraînement. Et toi, ici, tu es venu avec ta famille, tes copains. Je vois, il y a une tente avec un chien. Exactement. Je suis venu avec toute ma famille. Là, on installe tout. Il y a le camping-car qui va arriver, mes parents qui viennent. C'est vraiment une histoire de famille. Ma soeur, mon petit frère, il y a vraiment tout le monde qui vient. Et c'est histoire de passer un moment tous en famille avec tous les copains. Mais c'est encore une fois l'événement que je préfère dans l'année, puisque c'est le plus gros événement. Et on se sent un peu comme des pilotes professionnels avec toutes les infrastructures qui sont montées. Qui dit compétition dit forcément équipe, pilote et team manager. Et là, je suis avec Jacques de chez Elite Moto. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Toujours être heureux d'être fidèle au Kenny Festival. Aujourd'hui, j'ai quand même la double casquette, team manager et concessionnaire. Explique-nous un peu là. On a vu, il y a pas mal de stands, Elite Moto. Quel est ton rôle ici ? Pourquoi c'est important pour toi d'être présent ? Du coup, je suis ici pour dynamiser mes concessions, sortir de nos magasins, pour montrer ce qu'on sait faire sur les différentes motos. Et du coup, on est venu ici avec des pilotes qui font du loisir, des pilotes professionnels, comme Jérémy Taroux qui va rouler avec une nouvelle Honda cette année, 2025. Et après, une multitude de clients qui vont venir pouvoir acheter plein de vêtements sur nos stands. David Pascal, je suis toujours au Kenny Festival. Enfin, pas tout à fait. Vous voyez, derrière moi, il y a des ruches. Et je suis avec Eric. Eric, bonjour. Bonjour Blandine. Alors, tu es agriculteur, apiculteur, c'est ça ? Dis-nous, quel est le lien entre les ruches, le Kenny Festival et toi ? C'est-à-dire que c'était une sympathie qui s'était produite avec Jean-Luc Fouché et mon père, que bon, maintenant il n'est plus là, que nous avons continué à créer le lien et qui dure chaque année depuis un petit moment. Et après, avec le Kenny, on fait déguster le miel et on fait découvrir notre passion on leur explique un peu les phases de l'abeille, du printemps jusqu'à l'hiver, le travail qu'on réalise sur les ruches, les problèmes qu'on engendre au niveau environnemental. Et après, environnemental, climat, et après, tout ce qui s'ensuit autour de la ruche. Ok, bon, et ben en tout cas, moi j'ai hâte d'aller déguster ce miel. On y va ? De retour sur le plateau de Power Sport News, un plateau un peu plus nu. Vous avez vu, on s'est fait chaparder, Pascal, les coupes du cercle. Volé, quoi. On s'est fait voler, ouais. Je crois que c'est Damien Saunier qui est reparti avec comme un chapardeur. Avec nous sur ce plateau, on accueille Arnaud Zoldos. Salut Arnaud. Bonsoir à tous. Toi Arnaud, peu importe les coupes en vitesse, toi t'en as gagné, mais c'était en cross-country, donc t'aurais pu nous les apporter aussi. J'aurais pu, mais là, on est un peu trop loin de chez moi, donc... Parce que toi, tu viens de Auch. Oui. Tu es venu exprès sur le plateau de Auch et tu es champion de France de cross-country. Oui, voilà. Cette année, j'ai été titré champion de France de cross-country junior et j'ai terminé 3e championnat de France catégorie scratch, entre guillemets, mais ils ne font pas de catégorie scratch. Mais... Scratch, c'est tout confondu. Et toi, tu es en catégorie junior, c'est-à-dire tu as quel âge ? Voilà, moi j'ai 21 ans, ouais. Donc j'étais en catégorie junior cette année. Je pourrais le rester jusqu'à 23 ans. Mais vu que j'étais titré déjà champion de France, je saute en élite. En élite, directement, voilà. D'accord. C'est parti. C'est la catégorie reine. Voilà, c'est la catégorie reine du cross-country qu'il faut gagner. Le cross-country, Pascal, tu connais ? Je connaissais parce qu'à un moment, on était partenaire du Neuffer Festival à l'époque avec David Castera à Sauveterre de Béarn, qui a été les premiers cross-country qui ont été
organisé quand effectivement l'enduro a été mis à mal par rapport à l'environnement. Oui. Donc depuis, c'est pas beaucoup changé, hein, sauf que le cross-country a pris de l'ampleur, a pris de la dimension. L'enduro est resté l'enduro. Mais c'est une discipline à part entière, puisque ça vient un peu des États-Unis. Alors, tu nous expliques exactement les règles. Ce qui distingue le cross-country de l'enduro, Arnaud? Alors, pour faire simple, le cross-country, c'est de l'enduro, mais sur circuit fermé. Donc, l'enduro, c'est vraiment une course contre soi-même, où c'est des chronomètres. Ouais, c'est des départs l'un après l'autre, voilà, c'est ça. comme c'est le cas aussi au Tourist Trophy. Donc, c'est une course contre la montre. Et pour comparer un peu le cross-country, c'est vraiment le terrain d'enduro, avec des obstacles, des pierriers, des rondins, quelques sauts de terrain cross et une dizaine de kilomètres en moyenne. Mais la discipline elle-même ressemble plus à l'enduro pas du tout. C'est une course de 3 heures où c'est qu'on part à coup de 30-40 pilotes par vague de 30 secondes. Mais un départ en ligne, une course comme un motocross, comme l'enduro pas du Touquet sur 3 heures avec des ravitaillements d'essence et de la gestion de course. Et ça prend de l'ampleur, le cross-country. Il y a de plus en plus de licenciés chaque année. Oui, alors le cross-country, sur le papier, en fait, c'est le futur de l'enduro. Parce que l'enduro devient compliqué avec les règles environnementales, voilà, tout ça, on connaît la suite. Donc ils essayent de déployer le cross-country pour les années futures, si l'enduro se termine. Puis on associe, je dirais, au cross-country certaines disciplines du motocross. On peut avoir des obstacles artificiels Bien sûr. Qui n'existent pas en enduro, à part dans les spéciales d'enduro, où on a des obstacles qui peuvent être artificiels. Un peu dans le genre enduro extrême aussi. Voilà. Hein. Oui, c'est-à-dire les rondins, les pierriers. Exactement. Après, le cross-country est quand même une discipline qui est ouverte à tout le monde. Ça se peut qu'il fasse vraiment une partie enduro extrême, mais il y a toujours une déviation qui fait perdre beaucoup de temps. Donc il y a vraiment des courses qui sont compliquées parce qu'on est obligé, même nous, pilotes entre guillemets élites, d'aller faire les endroits durs, mais même nous, on peut se bloquer. Et ça a été le cas cette année sur pas mal de terrains, donc il y avait des courses qui étaient et comme tu le dis, c'est comme l'enduro du Touquet. À l'enduro du Touquet, il y a les professionnels, les élites, celles qui partent en tête, et puis vous avez aussi plein de potes qui s'inscrivent à ce type de tout-terrain. Oui, c'est aussi des sorties. Voilà, parce que c'est quand même une boucle. On peut la faire à plusieurs fois. On ne part pas sur des boucles de 80-90 km comme des championnats de France avec une multitude de spéciales où effectivement les machines sont mises à rude épreuve. Là, on peut rouler à 1 ou 2 motos chacun et s'arrêter. Et c'est beaucoup plus ouvert, un petit peu comme le Touquet peut l'être. Donc, tu es aussi... Tu as fait aussi quelque chose de spécial, Arnaud, c'est-à-dire que toi, tu as fait une vidéo qui a eu un certain succès sur YouTube. Tu nous expliques Instagram. Ah, sur Instagram. Voilà. Tu nous expliques Alors, mais pour faire simple, oui, j'ai fait une vidéo qui a fait 240 millions de vues. 240 millions de vues, Pascal, ça te parle? Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Ouais. Non, voilà. Et elle dure combien de temps? Elle dure 12 secondes, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment parti d'un défi où c'est que je mangeais avec un copain à moi et Annie Allange sur une route où c'est que je passe tous les jours pour rentrer chez moi. Un pont, une rivière à droite. Et je disais, j'ai vraiment envie de sauter une rivière. Ça commence et là, je vois l'endroit et il me dit, oui, mais de toute façon, Arnaud, je te connais. À chaque fois que tu dis ça, on ne te voit plus. Après, tu le fais pas. Pas cap, quoi. Voilà, pas cap. Et du coup, prise de tête. Le lendemain, c'était fait. Le lendemain, c'était fait. Et c'était filmé par ton pote? Ouais, voilà. J'avais quelqu'un qui était avec moi. Donc, on est parti faire ça. On a filmé et rien dit à personne. Rien dit à personne. Et quand j'ai revu mon ami qui m'a dit tu le feras pas, j'ai dit salut Théo, j'ai quelque chose à te montrer. Il me dit si c'est pour me parler de ton saut du Gers, je sais très bien que tu le feras pas. Et j'ai dit tiens, voici mon téléphone, dis-moi ce que t'en penses. Et alors comment t'arrives à 240 millions de vues? Comment c'est possible? Alors moi c'était totalement inédit entre guillemets parce que en fait je l'ai fait en juillet, fin juillet la vidéo. Et j'avais ça sur mon téléphone, cette vidéo que j'ai montrée à mes proches de temps en temps, manière. Et je me retrouve en janvier, le 25, à partir en voyage d'une semaine. Donc à l'aéroport, j'étais en avance à faire le tri sur mon téléphone. Mais j'ai dit, mais j'ai une belle vidéo comme ça.
Je savais que c'est le genre de vidéo qui intéresse un peu les gens, un peu les vidéos à la cool, comme ça. Donc j'ai dit, allez, je publie tout ça. 2 heures d'avion, et quand j'ai atterri, on t'attendait à l'aéroport, on t'attendait. C'est la foule. C'était pas ça, mais on va dire, au moment où j'ai regardé mon téléphone, je l'ai vite trop éteint. Ah ouais. Donc voilà. Donc ça a explosé directement en nombre de vues, de messages. J'ai désactivé mes notifications. Ah, t'as désactivé tes notifications jusqu'à l'heure d'aujourd'hui quasiment. Pourquoi ? Parce que tu te fais malmener. Voilà. Il y a des choses qu'il faut filtrer et tout. Mais après, il y a beaucoup de choses. Quand on arrive sur ces niveaux de... Sinon, je reste bloqué sur ça en fait. Et je fais que ça toute la journée. Donc, et c'est marrant parce que t'as le visage et t'as aussi l'accent de quelqu'un qui est joyeux déjà et puis qui fait tout au naturel, quoi. Oui, bien sûr. Comme un rugbyman. T'as l'accent d'un rugbyman, t'as l'accent d'une région du rugby où il y a de l'engagement. Alors Auch, c'est plus trop le rugby, le si, club quand même, est en difficulté. Encore un peu. On a quand même eu des gros joueurs comme Antoine Dupont, tout ça, qui habitent à 20 minutes de... Ah oui. Qui habitaient, ouais. Voilà. Et pourquoi la moto plutôt que le rugby ? La question s'est posée ou pas ? Peut-être ma condition, pour commencer. Et après, voilà, moi j'ai un grand frère qui fait de la moto aussi, qui est professionnel à moto. Ouais. Et donc 3 ans de plus que moi. Je suis né, il était quasiment dessus. J'ai suivi l'exemple. Depuis cet exploit de la rivière, en fait, je suis passé de 5000 abonnés sur Instagram à 240 000 en une semaine. T'es influenceur, tu t'es en fait, influenceur. Je me suis retrouvé sur influenceur. Et d'ailleurs, même à l'heure d'aujourd'hui, si on va sur l'intelligence artificielle, t'es influenceur. Je suis considéré comme influenceur. Et donc, t'as dans l'idée d'en refaire d'autres alors ? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour faire des vidéos qui plaisent et des belles vidéos, il faut prendre des risques. Mais les risques sont pas toujours faciles à prendre. Et quand, on va dire 1 mois, 2 mois, même 6 mois après, je reçois encore des coups de téléphone pour me dire bon alors, avec cette vidéo, t'as pris tant d'argent, et que je dis non. Du tout. Ils me disent mais comment ça se fait ? Je dis quand on connaît pas, on connaît pas. Et mais il y a des règles, c'est sûr qu'il y a des règles qui auraient pu par contre honnêtement changer une vie complètement. Mais j'ai pas su le faire. Quand on n'est pas au courant. Mais aujourd'hui, tu as conscience de tout ça ? Oui. Est-ce que tu referais quelque chose en ayant conscience de tout ça, ou est-ce que tu referais quelque chose avec le même naturel que tu as fait la première fois ? Alors, même naturel, parce que le métier d'influenceur, je sais pas le faire. Honnêtement, il y a toujours des règles, des ci, des ça, et moi je connais pas ce monde-là. On m'y a jeté. On m'a appris, on m'a dit... Tu t'y es jeté tout seul. Voilà, je me suis jeté tout seul. Et donc, je connais pas, en fait. Je connais pas. J'essaie d'y m'intéresser un peu, mais c'est compliqué. Est-ce que tu crois que ça peut donner une lumière sur le cross-country ? Oui, parce que pour faire simple, même à l'heure d'aujourd'hui, du coup, j'ai des partenaires qui me suivent, qui m'aident pour pratiquer le cross-country, mais qui ne connaissent pas, ils savent même pas ce que je fais. Tu les amènes avec toi jusqu'à cette discipline. Voilà, eux ils te suivent. J'ai des contrats avec des marques de vêtements, mais toutes marques vestimentaires, de caméras. Des marques de caméras, ils savent pas ce que c'est le cross-country de base. Une marque comme Insta360 ne peut pas connaître à l'échelle française, entre guillemets. Là, t'es équipé Insta360. Voilà, donc là, moi, j'ai quand même, ça m'a bien aidé. Ce qui nous permet d'avoir les images. Caméra embarquée. Caméra embarquée, oui, il y en a 3 d'ailleurs. D'accord, ouais. C'est pas mal. Hein. Et t'en as fait ton métier ? Ou est-ce que tu as un métier à côté de... Moi, du coup, avec le sport, tout ça, parce qu'il y a 3 ans, je faisais tout chemin d'Europe d'enduro, où j'ai fini 6e. Donc, ça prend un temps monstrueux. Et surtout qu'avant, quand je faisais l'enduro, une course d'enduro, ça nous prend 1 semaine. Parce qu'on va repérer repérer les spéciales, tout ça. Donc quand j'ai fini l'école, je me suis installé à mon compte. En tant que paysagiste et élagueur l'hiver. Et du coup, ça me permettait d'allier moto et travail. Ça entretient un paysagiste. Voilà, aussi. Ça permet de faire un peu les bras. Aussi, et puis donc, j'avais mes disponibilités quand je voulais, entre guillemets. Et à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que je fais moitié-moitié.
Ton programme, Arnaud, des prochains mois, c'est quoi? Alors là, du coup, moi, l'objectif principal, c'est le championnat de France de cross-country en élite. Rejoindre les grands, la catégorie reine. Et ça débute début d'année prochaine. Et du coup, j'ai Nico d'Atelier 46 qui m'a branché un peu. Il m'a dit, mais en 85, tu as réussi à gagner le Touquet. En junior, tu as bien roulé. C'est quelque chose qui te plaît. Pourquoi on n'irait pas? Donc on te voit au Touquet? Donc voilà, donc on me voit au Touquet cette année, où c'est que ça fait 2 mois que je m'y prépare. Oui, et le championnat de France de course sur sable aussi. Voilà, donc là je passe vraiment jusqu'à février, jusqu'au 1er février, le Touquet, 1er ou 2. Ouais. Je consacre tout mon temps au sport pour le sable, et après le sable, je me consacrerai au cross-country. Très bien. Mais écoute Arnaud, on va suivre tes exploits en cross-country, on va suivre tes exploits sur Instagram. On va essayer. Et puis nous, on espère te voir bientôt, soit du côté de Gourdon, soit ailleurs. Et ben voilà. Merci d'être venu de Auch, et spécialement pour l'émission. Et puis nous, Pascal, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. Power Sport News numéro 8. C'est dans un mois. Salut à tous.